La princesse de Troncolène, récit extrait des contes populaires de Basse-Bretagne de François-Marie Luzel, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois un vieux charbonnier qui avait fait faire 25 baptêmes. Il ne trouvait plus de parrain pour le 26e enfant qui venait de lui naître. Il trouvait bien une marraine. Comme il allait à la recherche d'un parrain, il rencontra un beau carrosse dans lequel il y avait un roi. Il s'agenouilla sur la route, son chapeau à la main. Le roi, en le voyant, descendit de son carrosse et lui donna une pièce de 2 écus. « Sauf votre grâce, sire, lui dit le charbonnier, ce n'est pas l'aumône que je cherche, mais bien un parrain pour mon dernier enfant, qui vient de naître, et je n'en trouve point. »« Pourquoi donc cela ? Demanda le roi. »« C'est que, sire, j'ai déjà fait faire 25 baptêmes, et tous mes voisins ont été compères chez moi. Je trouve bien une marraine. »« Eh bien, reprit le roi, retournez chez vous, venez à l'église avec l'enfant et la marraine, et je serai le parrain, moi. » Et le vieux charbonnier s'en retourna à sa hutte tout joyeux. On avertit la marraine, et ils se rendirent à l'église avec l'enfant. Le roi y était déjà à les attendre. Quand le baptême fut terminé, le parrain donna 1000 écus au père pour élever son filleul et l'envoyer à l'école. Il lui donna encore une moitié de platine pour remettre à l'enfant, qui la lui rapporterait quand il aurait atteint l'âge de 18 ans. Puis il partit. L'enfant avait été nommé Charles. À l'âge de 7 ou 8 ans, on envoya Charles à l'école et il apprenait tout ce qu'il voulait. Parvenu à l'âge de 18 ans, son père lui remit la moitié de platine et lui dit d'aller voir son parrain, le roi de France, à sa cour à Paris. Le jeune homme partit, monté sur un beau cheval, et ayant dans sa poche sa moitié de platine, il avait vraiment bonne mine. Il rencontra, dans un chemin creux et étroit, une petite vieille femme qui lui dit qu'un peu plus loin, il verrait auprès d'une fontaine un individu qui l'inviterait à boire. « Mais poursuivez votre route, mon fils, et ne buvez pas, quelque insistance qu'il y mette. »« C'est bien, grand-mère, je ne boirai pas de l'eau de la fontaine, » dit Charles. Quand il arriva à la fontaine, il vit l'individu assis à l'ombre, comme un voyageur qui se repose un instant, et il lui dit « Jeune homme, venez boire un peu d'eau. »« Merci, je n'ai pas soif, répondit-il. »« Venez boire une goutte seulement, vous n'avez jamais bu d'eau aussi bonne. » Il insista tant qu'il s'approcha pour goûter l'eau de la fontaine. Mais, s'étant mis à genoux pour boire à même le bassin, l'inconnu lui prit sa moitié de platine dans sa poche, sauta sur son cheval et partit au galop. Charles courut après lui, mais hélas, il ne put l'atteindre. Et bientôt il perdit de vue l'homme et le cheval. « Hélas, se dit-il, je n'ai pas obéi au conseil de la vieille femme. Que faire maintenant ? N'importe, j'irai à pied. Tôt ou tard, j'arriverai aussi à Paris, et alors nous verrons. » Et il se remit en route. Quand l'homme de la fontaine, le voleur, arriva à Paris, il demanda aussitôt à parler au roi et lui présenta sa moitié de platine. On rapprocha les 2 moitiés et l'on trouva qu'elles se ressemblaient et s'ajustaient parfaitement. Si bien que le drôle fut le bienvenu auprès du roi, qui le prenait pour son filleul, et il n'avait rien à faire tous les jours que manger, boire, faire bonne chère et se promener. Quelque temps après, Charles arriva aussi. On le prit au palais comme pâtre. Le faux filleul, voyant cela, eut peur et cherchait les moyens de se défaire de lui et de le perdre. Il dit un jour au roi : « Si vous saviez, mon parrain, ce que le gardeur de moutons a dit. »« Qu'a-t-il dit ? Demanda le roi. « Ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était homme à aller demander au soleil pourquoi il est si rouge le matin quand il se lève. » Bah, ce n'est pas possible, à moins qu'il n'ait perdu la tête. Il l'a dit, sur ma foi, mon parrain, et je pense qu'il serait bon de l'y envoyer. On appela le gardeur de moutons auprès du roi. « Comment, jeune pâtre, vous avez dit que vous êtes homme à aller demander au soleil pourquoi il est si rouge quand il se lève le matin. »« Moi, mon roi ? Comment aurais-je pu dire pareille chose ? Vous l'avez dit car mon filleul me l'a assuré. Il faut que vous accomplissiez ce dont vous vous êtes vanté. Sinon, il n'y a que la mort pour vous. Vous partirez demain matin. » Voilà le pauvre Charles bien embarrassé, je vous prie de le croire. Il ne dormit goutte de toute la nuit.
Le lendemain matin, avant de se mettre en route, il fit le signe de la croix et dit « À la grâce de Dieu ». Il se dirigea vers le levant. Il n'était pas allé loin encore qu'il rencontra un vieillard à barbe blanche qui lui dit « Où allez-vous comme cela, mon fils, et pourquoi êtes-vous si triste ?»« Ma foi, grand-père, où je vais, je ne le sais guère, et si je suis triste, ce n'est pas sans motif. Le roi m'a ordonné d'aller demander au soleil pourquoi il est si rouge quand il se lève le matin. » Eh bien, mon garçon, faites exactement comme je vous dirai, et vous pourrez réussir. Voici un cheval de bois. Montez dessus, et il vous portera au pays où le soleil se lève. Vous arriverez au pied d'une montagne très haute. Vous descendrez alors, vous laisserez votre cheval au pied de la montagne, et vous monterez jusqu'au sommet. Là, vous verrez un beau château. C'est le château du soleil. Vous n'aurez qu'à entrer et faire votre commission. Merci, grand-père. Charles monta sur le cheval de bois qui s'éleva avec lui en l'air, et ils se trouvèrent bientôt au pied de la haute montagne. Charles la gravit seul jusqu'au sommet. Il aperçut alors le palais du soleil, y entra sans obstacle et demanda « Le soleil est-il à la maison ?» « Non, » lui répondit une vieille femme qui se trouvait là. Sa mère, sans doute. « Que lui voulez-vous ?»« J'ai besoin de lui parler, grand-mère. »« Eh bien, si vous voulez attendre un peu, il arrivera sans tarder. Mais, mon pauvre enfant, mon fils aura grand faim quand il arrivera et il voudra vous manger. Restez tout de même, car votre mine me plaît, et je l'empêcherai de vous faire du mal. » Bientôt après arriva le soleil en criant « J'ai faim, j'ai grand faim, ma mère. »« C'est bien, asseyez-vous là, mon fils, et je vais vous donner à manger, » lui dit la vieille. « Je sens l'odeur de chrétien, mère, il faut que je le mange, » s'écria le soleil un instant après. « Eh bien, par exemple, si vous croyez que je vais vous laisser manger cet enfant, vous vous trompez joliment. Voyez quel charmant garçon. »« Qu'es-tu venu faire ici ?» demanda le soleil à Charles. « On m'a commandé, monseigneur le soleil, de venir vous demander pourquoi vous êtes si rouge le matin quand vous vous levez. »« Eh bien, je ne te ferai pas de mal, car ta mine me plaît, et je t'apprendrai même ce que tu désires savoir. La princesse de Troncolène demeure là, dans un château voisin du mien, et il me faut tous les matins me montrer dans toute ma splendeur quand je passe au-dessus de sa demeure pour n'être pas vaincu par elle en beauté. » Le lendemain, le soleil se leva de bon matin et commença sa tournée, comme d'habitude, et Charles partit aussitôt que lui. Descendu de la montagne, il retrouva son cheval de bois qui l'attendait. Il monta dessus et fut ramené en peu de temps à l'endroit où il avait rencontré le vieillard. Il était encore là qui l'attendait. « Eh bien, mon fils, lui dit-il, avez-vous réussi dans votre entreprise ?»« Oui, vraiment, grand-père, » répondit Charles, « et la bénédiction de Dieu soit sur vous. »« C'est bien. Quand vous aurez encore besoin de moi, appelez-moi et vous me reverrez. » Et aussitôt il disparut, il ne sut comment. Quand Charles revint au palais du roi, tout le monde était étonné de voir comme il était content et joyeux. « Eh bien, lui dit le roi, me diras-tu à présent pourquoi le soleil est si rouge le matin quand il se lève ?»« Oui, sire, je vous le dirai. »« Et pourquoi donc ? » ?»« C'est que, non loin du château du soleil, se trouve celui de la princesse de Troncolène, et il lui faut paraître chaque matin dans toute sa splendeur quand il passe au-dessus du château pour n'être pas éclipsé par elle. »« C'est bien, » répondit le roi, et il le renvoya à ses moutons. Peu de temps après, le faux filleul dit encore au roi « Si vous saviez, parrain, ce que le gardeur de moutons a dit. »« Et qu'a-t-il donc dit encore ?»« Ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il est homme à vous amener ici la princesse de Troncolène pour que vous l'épousiez. »« Vraiment ? Dites-lui de venir me trouver tout de suite. » Le pauvre Charles se rendit auprès du roi, fort inquiet. « Comment, jeune pâtre, vous avez dit être capable de m'amener ici la princesse de Troncolène pour être ma femme ? » ?»« Comment aurais-je pu dire pareille chose, sire ? Il faudrait que j'eusse complètement perdu l'esprit pour parler ainsi. Vous vous en êtes vanté, et il faut que vous le fassiez, sinon il n'y a que la mort pour vous. » Le lendemain matin, Charles se remit en route, triste et soucieux. « Si je rencontrais encore le vieillard de l'autre fois, se disait-il en lui-même,
À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il aperçut le vieillard qui venait à lui. « Bonjour, mon fils, lui dit-il. « À vous pareillement, grand-père. Où allez-vous ainsi, mon enfant ? » Ma foi, grand-père, je n'en sais trop rien. Le roi m'a encore ordonné de lui amener à sa cour la princesse de Troncolène, et je ne sais comment m'y prendre. C'est bien, mon garçon. Prenez d'abord cette baguette blanche, retournez vers le roi et dites-lui qu'il vous faut 3 bateaux, dont un chargé de gruau, un autre de lard et le 3e de viande salée. Le gruau sera pour le roi des fourmis, que vous trouverez dans une île au milieu de la mer. Quand vous arriverez dans cette île, vous demanderez « N'est-ce pas ici que demeure le roi des fourmis ?» « Si, vous dira-t-on. »« Eh bien, voici un cadeau que j'ai pour lui, ajouterez-vous en montrant le bateau chargé de gruau. Alors arriveront toutes les fourmis de l'île, et en un instant, elles videront le bateau. « Ma bénédiction soit avec toi, vous dira alors le roi des fourmis. Et si jamais tu as besoin de nous, appelle le roi des fourmis, et il arrivera aussitôt. » Plus loin, vous trouverez une autre île où demeure le roi des lions. Vous demanderez encore en arrivant « N'est-ce pas ici que demeure le roi des lions ?»« Si, vous sera-t-il répondu. « C'est ici. » Et vous ajouterez « C'est que voici un cadeau que j'ai pour lui. » Et vous montrerez le bateau chargé de lard. Alors vous verrez arriver des lions de tous les côtés de l'île, et en un instant, le bateau sera vidé. Le roi des lions vous dira aussi « Ma bénédiction soit avec toi. Si jamais tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à appeler le roi des lions et j'arriverai aussitôt. » Enfin, vous arriverez ensuite dans une 3e île où demeure le roi des éperviers. En y abordant, vous demanderez « N'est-ce pas ici que demeure le roi des éperviers ?»« Si, vous sera-t-il répondu, c'est ici. »« C'est bien, ajouterez-vous. Voici un cadeau que j'ai pour lui. » Et vous montrerez le bateau chargé de viande salée. Aussitôt arrivera le roi des éperviers accompagné de ses sujets, et en un instant le bateau sera vidé. « Ma bénédiction soit avec toi, dira aussi le roi des éperviers. Et si tu as jamais besoin de moi, tu n'auras qu'à appeler le roi des éperviers, et aussitôt j'arriverai. » Le roi, votre parrain, vous fournira les 3 bateaux chargés de gruau, de lard et de viande. Avant de vous embarquer, faites une croix avec votre baguette blanche sur le sable du rivage, et aussitôt soufflera un vent favorable pour vous conduire à votre destination. Prenez bien garde à faire tout exactement comme je vous ai dit, et vous réussirez. Merci, et ma bénédiction soit avec vous, grand-père, dit Charles. Et il partit. Voilà Charles en mer avec ses 3 bateaux. Il arrive dans la première île où demeure le roi des fourmis, et il demande « N'est-ce pas ici que demeure le roi des fourmis ?»« Si, c'est ici, lui répond-on. »« Eh bien, voici un cadeau que j'ai pour lui. Allez lui dire, je vous prie, de venir le recevoir. » On avertit le roi des fourmis, et il vint aussitôt, accompagné d'une infinité de fourmis. En un instant, le bateau fut vidé, et le roi dit alors « Ma bénédiction sur toi, Charles, filleul du roi de France, tu nous as sauvés, car la famine désolait mon royaume, et nous allions tous mourir de faim. Si jamais tu as besoin de moi et de mes sujets, tu n'auras qu'à appeler le roi des fourmis, et j'arriverai aussitôt. » Charles continua sa route, et, pour abréger, il arriva dans l'île où demeurait le roi des lions, puis dans celle où demeurait le roi des éperviers. Il fit exactement comme lui avait recommandé le vieillard, et tous lui promirent aide et protection au besoin. Avant de s'éloigner de l'île des éperviers, il demanda à leur roi « Suis-je encore loin du palais de la princesse de Troncolène ?»« Vous avez encore un bon bout de chemin à faire, lui répondit-on, mais vous y arriverez sans mal. Quand vous arriverez, vous verrez la princesse auprès d'une fontaine, occupée à peigner ses cheveux blonds avec un peigne d'or et un démêloir d'ivoire. Prenez bien garde d'être aperçu d'elle avant que vous l'ayez vue, car elle vous enchanterait. Elle sera sous un oranger qui est au-dessus de la fontaine. Allez doucement, doucement, grimpez sur l'arbre, cueillez une orange et jetez-la vite dans la fontaine. Alors la princesse lèvera la tête, vous sourira, puis vous invitera à descendre et à l'accompagner jusqu'à son château. Vous pourrez la suivre sans crainte. » « Merci, dit Charles au roi des éperviers. Et il continua sa route. Il arriva sans tarder au pied du château, un château magnifique.
Il vit la princesse auprès de la fontaine, occupée à peigner ses cheveux blonds avec un peigne d'or et un démêloir d'ivoire sous un oranger. Il grimpa sur l'arbre sans être aperçu d'elle, cueillit une orange et la jeta dans le bassin de la fontaine. Aussitôt la princesse leva la tête, et voyant Charles sur l'arbre, « Ah, dit-elle, Charles, filleul du roi de France, c'est donc toi qui es là. Sois le bienvenu. Descends et accompagne-moi dans mon château. Je ne te veux point de mal, bien au contraire. » Charles la suivit jusqu'à son château. Jamais ses yeux n'avaient rien vu d'aussi beau. Il y avait 15 jours qu'il était là, au milieu des plaisirs de toutes sortes, quand il demanda un jour à la princesse si elle consentirait à l'accompagner jusqu'au palais du roi de France. « Volontiers, répondit-elle, si vous accomplissez 3 travaux que je vous désignerai. »« J'essaierai toujours, dit-il. » Le lendemain matin, la princesse le conduisit dans un grenier devant un grand tas de graines de toutes sortes. Il y avait là des graines de lin, de trèfle, de chanvre, de navets et de choux mêlés ensemble. Elle lui dit qu'avant le coucher du soleil, il fallait qu'il y eût réuni toutes les graines de même nature dans un même tas, sans qu'il y eût une graine de nature différente dans aucun des tas. Puis elle s'en alla. Le pauvre Charles, resté seul, se mit à pleurer, parce qu'il ne croyait pas qu'il fût possible à personne au monde d'accomplir un pareil travail. Il se rappela alors le roi des fourmis. « Il m'avait dit, se dit-il à lui-même, que si jamais j'avais besoin de lui et des siens, je n'aurais qu'à les appeler, et ils viendraient à mon secours. Il me semble que j'ai assez besoin d'eux en ce moment. Voyons donc s'ils disaient vrai. Roi des fourmis, viens à mon secours, car j'en ai grand besoin. » Et aussitôt le roi des fourmis arriva. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» demanda-t-il. « Charles, filleul du roi de France. » Charles lui fit part de son embarras. « S'il n'y a que cela, soyez sans inquiétude, ce sera vite fait. » Le roi appela alors ses sujets, et aussitôt il arriva tant de fourmis de tous côtés que toute l'aire du grenier en était couverte. Il leur expliqua ce qu'il y avait à faire, et les voilà tout au travail. Quand ce fut fini, le roi des fourmis dit à Charles « C'est fait. » Charles le remercia, et il partit avec toutes ses fourmis. Au coucher du soleil, quand vint la princesse, elle trouva Charles assis et l'attendant tranquillement. « Le travail est-il fait ?» demanda-t-elle. « Oui, princesse, c'est fait, » répondit Charles tranquillement. « Voyons cela. » Et elle examina tout les tas. Elle prenait une poignée de chacun et l'examinait de près. Elle ne trouva en aucun tas une graine dissemblable et qui ne fût pas à sa place. Elle en était tout étonnée. « C'est bien travaillé, dit-elle. Allons à présent souper. » Le lendemain matin, elle commanda à Charles d'abattre toute une longue avenue de grands chênes. Elle lui donna pour outil une hache de bois, une scie de bois et des coins de bois. Tous les arbres devaient être à terre pour le coucher du soleil le même jour. « Voilà encore notre homme bien embarrassé. À moins que le roi des lions ne vienne à mon secours, se dit-il, je ne me tirerai jamais d'affaire cette fois. » Et il appela le roi des lions. « Roi des lions, venez à mon secours, car j'en ai grand besoin. » Et le roi des lions arriva aussitôt. « Qu'y a-t-il pour votre service, Charles, filleul du roi de France ?» demanda-t-il. Charles lui conta son embarras. « N'est-ce que cela ? Soyez sans inquiétude alors, ce ne sera pas long à faire. » Le roi poussa un rugissement terrible, et aussitôt il arriva des lions plein l'avenue. « Allons, mes enfants, leur dit le roi, déracinez et mettez-moi en pièces tous ces arbres, et vite !» Et les voilà aussitôt de se mettre à l'ouvrage et de travailler chacun de son mieux. Tout était encore terminé avant le coucher du soleil. Quand vint la princesse, elle fut étonnée de voir tous les chênes déracinés et mis en morceaux, et Charles qui dormait ou feignait de dormir, étendu sur le dos. « Ah, voici par exemple un homme, se dit-elle. » Elle s'approcha de Charles tout doucement sur la pointe des pieds et lui donna 2 baisers. Charles se réveilla. « Le travail est fait, à ce que je vois, » lui dit la princesse. « Oui, princesse, le travail est fait. »« C'est bien. Allons souper, car vous devez avoir faim. » Le lendemain matin, on lui dit d'aller abattre et niveler une grande montagne, beaucoup plus haute que la montagne de Bray. On lui donna une brouette et une pelle de bois, et le travail devait être terminé avant le coucher du soleil. Arrivé au pied de la montagne, Charles restait là à la regarder,
et il se disait en lui-même: « Comment faire cela? Je n'en viendrai jamais à bout. Mais le roi des éperviers n'a pas encore travaillé pour moi. Il faut que je l'appelle. Je n'ai d'autre espoir qu'en lui. Roi des éperviers, venez à mon secours, car j'en ai grand besoin. » Et aussitôt le roi des éperviers descendit auprès de lui. « Qu'y a-t-il pour votre service, Charles, filleul du roi de France ?» demanda-t-il. « La princesse de Troncolène m'a dit qu'il faudra abattre et niveler cette haute montagne avant le coucher du soleil. Et si vous ne me venez en aide, je ne sais vraiment pas comment en venir à bout. Si ce n'est que cela, soyez sans inquiétude, cela sera fait avant le coucher du soleil. » Alors le roi des éperviers poussa un cri effrayant, et aussitôt les éperviers arrivèrent, et en si grand nombre que la lumière du soleil en était obscurcie. « Qu'y a-t-il à faire, notre roi ?» demandèrent-ils. « Transporter cette montagne de là, de manière qu'à sa place il se trouve une plaine unie, et vite, vite mes enfants !» Et les voilà de déchirer la montagne avec leurs griffes et de transporter la terre dans la mer, si bien que le travail était encore terminé longtemps avant le coucher du soleil, et personne n'eût dit qu'il y avait une montagne là le matin. Quand la princesse vint au coucher du soleil, elle trouva Charles qui dormait sous un arbre, et elle lui donna encore 2 baisers. Il se réveilla aussitôt et dit: « Eh bien, princesse, le travail est accompli. Voyez, il n'y a plus de montagne. Maintenant, j'espère que vous viendrez avec moi au palais du roi de France. » « De tout mon cœur, répondit-elle, et partons tout de suite. » Et ils se dirigèrent du côté de la mer. Les bateaux de Charles se trouvaient encore là. Ils s'embarquèrent dessus et arrivèrent sans encombre en France. Sur la route, ils visitèrent le vieillard qui dit à Charles: « Eh bien, mon fils, avez-vous réussi ? » ?»« Oui, grand-père, et la bénédiction de Dieu soit avec vous. »« C'est bien. Allez à présent, trouvez votre parrain. Vos épreuves et vos peines sont terminées, et vous n'aurez plus besoin de moi. » Quand Charles arriva au palais du roi, accompagné de la princesse de Troncolène, tout le monde fut étonné de voir comme elle était belle. Le vieux roi en perdit la tête et voulut se marier avec elle, tout de suite, quoique la reine, sa femme, ne fût pas encore morte. « Non, lui dit la princesse, je ne suis pas venue ici pour vous épouser, pas plus que le diable qui est ici avec vous. »« Un diable ici? Où donc est-il » s'écria le roi. « Celui que vous prenez pour votre filleul est un diable, et voici votre véritable filleul, dit-elle en montrant Charles. Celui-ci a eu tout le mal, et c'est à lui qu'est due la récompense, et il sera mon époux. » « Mais comment renvoyer le diable ?» demanda le roi. « Cherchez d'abord une jeune femme nouvellement mariée et portant son premier enfant. Quand vous l'aurez trouvée, faites chauffer un four à blanc, et jetez-y le diable. Il se démènera et hurlera de rage, et fera son possible pour sortir du four, mais la jeune femme l'y maintiendra en lui montrant son anneau de mariage. » On trouva une jeune femme portant son premier enfant, on chauffa un four à blanc, puis on y jeta le diable. Celui-ci se démenait et poussait des cris épouvantables, et tout le palais en tremblait. Mais, quand il essayait de sortir du feu, la jeune femme lui présentait son anneau à la gueule du four et le faisait reculer. Si bien qu'il dit alors: « Si j'étais resté ici 1 année encore, j'aurais réduit le royaume à un état désespéré. » Mais il lui fallut crever là. Alors Charles fut marié à la princesse de Troncolène. Le vieux charbonnier, sa femme et tous ses enfants furent aussi de la noce. C'est là qu'il y eut un festin alors, et un tintamarre et un vacarme et des bonbons éternels, les cloches sonnant à toute volée, la grande bannière sur pied et les violons devant.